Sur la période Otakos, il y avait une volonté de la part de tous les fondateurs de laisser parler la marque, le produit. Plus que vous-même. Plus que nous-mêmes. À l'époque, sans faire exprès, entre guillemets, je commençais déjà à gamberger scalabilité et process. Mais sans savoir. Sans savoir. Juste, t'as vu dans ma tête, je me suis dit, vas-y, il faut aller plus loin. Le buzz Otakos qui a pété dans toute la France, il est venu de Paname parce que les réseaux sociaux, ils étaient de Paname, tu vois. Tout ce que j'ai, je l'ai grâce à Dieu. Je suis personne. Tu vois, t'es passé de artisan BTP, restaurateur, communication, à franchiseur. Dans le schéma entrepreneurial, le fonds d'investissement, c'est un peu comme si tu as fini le jeu, tu vois. En venant en France, nos parents espéraient nous offrir un nouveau pays avec de nouvelles opportunités. Et en réalité, ils nous ont offert le monde. Ouais l'équipe, moi c'est Ahmad et j'ai créé le média Banlieusard Nouveau, le média du peuple. Un média né pour changer les représentations et faire émerger de nouveaux rôles modèles qu'on ne voyait pas assez. Aujourd'hui, nos origines, nos quartiers et la culture française s'entremêlent. Et de ce mélange est née une chose immense, une nouvelle nation. Parmi nous, de plus en plus quittent la France pour d'autres horizons. Et peu importe où on voyage, quand on se voit, même à l'autre bout du monde, on se reconnaît. Et surtout, on se soutient. Notre mission, elle est claire. Connecter cette nouvelle nation et la faire rayonner partout dans le monde. Dans chaque épisode, on ira dans un nouveau pays à votre rencontre pour raconter une nouvelle histoire. Et pour ce 4e épisode, on est à Dubaï avec Patrick Pelonero, cofondateur d'Otakos. Beaucoup d'autres pays sont à venir, avec beaucoup d'autres histoires à raconter. Si vous avez la vision, montez dans le train et abonnez-vous l'équipe. Salam, c'est comment Patrick? Salam, alhamdoulilah, et toi? On est là, bien, ça va, ça se passe tranquillement. Ouais, merci pour l'accueil, merci encore pour l'interview. En plus, là, carrément, tu nous accueilles direct à la maison. Je t'en prie, avec plaisir. Là, on a à Creek Harbor. Ouais, c'est un des nouveaux quartiers de Dubaï, c'est propre, tu vois. Beaucoup de verdure, les lagons, on est à l'aise, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup. J'ai expliqué un petit peu dans l'introduction que ça faisait un moment qu'on parlait. Vous, en tout cas, les cofondateurs d'Otakos, franchement, on trouve rien. On sait pas vraiment qui vous êtes, sauf peut-être des gens qui sont du milieu. Toi-même, tu m'avais expliqué au début quand on parlait que tu n'étais pas trop chaud encore, tu n'étais pas prêt pour une interview. Ouais, à la base, je suis pas caméra du tout déjà, tu vois. Plus un côté introverti et tout, déjà d'un point de vue personnel. Et puis voilà, sur la période Otakos, il y avait une volonté de la part de tous les fondateurs de laisser parler la marque, le produit. Plus que vous-même. Plus que nous-mêmes. On n'était pas du tout dans la période à l'époque personal branding, etc. C'est vrai. Et puis, alhamdoulilah, tu vois, nos boutiques, elles étaient pleines. Les demandes de franchise, ça croulait. Les demandes d'interview quoi qu'on avait, c'était les médias classiques. Capital, Patron Incognito, etc. On y est tous passés, tu vois. Et on se dit, tu vois... Vous avez refusé tout ça? On a tout refusé parce que, après tout, le business, il se porte bien. Le branding personnel, on n'en veut pas. Ok, je compris. Pourquoi on va se mettre dans un truc qui peut se retourner, comme on le sait, à charge. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu, tu vois. Et puis à la fin, ça s'est toujours bien passé, tu vois. Parce que quand tu refuses, ils vont aller prendre un concurrent, même si c'est un concurrent de très loin. Ils vont même des fois leur donner ton discours, tu vois. C'est un truc qu'on a déjà vu passer, tu vois. Mais ça s'est toujours bien fini à la fin et ils nous positionnaient toujours en leader, etc. Sans pour autant qu'on y ait participé. Donc le job, il était fait, tu vois. Ok, ça c'est lourd. Bon, l'équipe, vous voyez, donc ça veut dire qu'il a dit non à toutes ces grosses chaînes. Et juste sur Banlieusard Nouveau, on vous ramène quand même une grosse excuse. Ça a pris du temps, ouais, les vraies choses se font dans le temps. En tout cas, très content de passer cette journée avec toi. Je pense déjà ce qui pourrait être bien, c'est que pour commencer, parce que vu que comme on a pu le dire, tu es resté très silencieux. Je crois que tu n'as qu'une seule interview qui est sur YouTube et encore tu ne te montres même pas à la caméra, qui avait pas mal fonctionné. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Patrick Pelonero, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années. Ouais. J'ai fait pas mal de choses dans le BTP, dans la com, mais on va dire mon expérience la plus valuable, tu vois, celle pour laquelle on me connaît, c'est Otakos, tu vois, je suis un des cofondateurs. Bon l'équipe, en tout cas c'est branché, la journée va être assez chargée, j'ai l'impression, pas mal de discussions, pas mal de sujets. En tout cas moi j'aimerais qu'on parle de tes débuts à Grenoble, ton enfance, ta jeunesse, parler de la période Otakos et parler de l'après Otakos, donc ici à Dubaï, et profiter de ce beau décor qui est là pour parler aussi de la ville et ton installation et ton implantation ici. Fais comme ça frérot. Avec grand plaisir. Vas-y go, c'est ça. Moi,
la raison pour laquelle je suis venu te voir, au-delà de parler de ce que tu fais maintenant, même si on va en parler, hein, on est là pour parler de Dubaï, de ta vie ici, de parler de la suite, je trouve qu'il est quand même hyper important de parler déjà d'où tu viens. Mine de rien, pas mal de choses que tu fais aujourd'hui sont extrêmement liées à ton parcours, à ce que tu as pu connaître. Toi, tu viens de Grenoble. C'est ça. Ouais, bah, comme dit, j'ai grandi à Grenoble. Mon père, il était artisan, ma mère, elle travaillait à l'usine, quartier HLM. Mais on manquait de rien, tu vois, tout était carré et tout. Ouais, j'étais un bon élève, on va dire, assez bon élève. Tu t'en sortais bien. Ouais, jusqu'en 5e, 4e. Après, tu connais, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'argent, etc. J'ai décroché un peu avec l'école. Je suis arrivé jusqu'au BEP, ça me plaisait pas. Savoir qu'entre-temps, je suis toujours allé au chantier, tu vois, avec mon père, depuis l'âge de 12-13 ans. Même si j'y faisais pas grand-chose à cette époque-là, tu vois. Mais il me donnait un billet, voilà, ça me permettait d'assumer ce dont j'avais envie, tu vois, la petite casquette Lacoste, la paire d'Air Max, etc. Et voilà, après, bon, l'école, comme je t'ai dit, c'était pas pour moi. J'avais vraiment envie de faire beaucoup d'argent et vite. J'ai eu un petit moment où, voilà, on a essayé de le faire par les bêtises. Et puis, alhamdoulilah, à l'âge de 18-19 ans, je me suis converti à l'islam. Ok, très très jeune quand même. Ouais, alhamdoulilah. T'expliquais que tu allais au chantier avec ton père, donc il y avait un peu ce truc. En fait, c'était une entreprise familiale, si je comprends bien. Ah ouais, c'était de père en fils. Hein. Mon grand-père, il était dedans, tu vois. Nous, on faisait tout ce qui était isolation, cloisonnement, etc. Et mon grand-père, il était plâtrier, mon père, il était plaquiste. Et quand j'ai arrêté l'école, mon père, il est venu me lever à coups de pied le matin. Il m'a dit, crois pas, t'as arrêté l'école, tu vas rester là, tu vois. Ça veut dire, direct, je suis reparti au chantier, ça veut dire vers 16 ans, tu vois. Et j'ai bossé quelques années avec lui. Il m'a appris le métier, il m'a appris la vie dure. Mon père, c'est quelqu'un qui travaille très très dur. Il partait très tôt le matin. C'était dur de le faire arrêter au bar le matin pour prendre un café, tu vois ou pas? C'était vraiment le taf. On partait, il faisait nuit. Et j'ai fait quelques années comme ça avec lui. Au bout d'un moment, voilà, j'ai voulu voler de mes propres ailes et j'ai créé ma première entreprise dans le bâtiment. Moi, je me souviens que lors d'une discussion, quand c'était connu, en tout cas dans les débuts, tu vois, tu m'expliquais un peu le parcours et j'ai trouvé grave intéressant le fait qu'il y a un moment, tu vois, au niveau du chantier, notamment avec ton père, il y avait eu quelques difficultés parce que tu m'avais dit que les chantiers, tu vois, c'est ça, c'est quand tu as des marchés, etc., ça se passe bien. Et il y avait eu un petit moment où c'était un peu compliqué. Il me semblait que tu avais, je suis plus trop sûr, mais il me semblait que tu avais mis en place des process ou... Enfin, je sais pas, en fait, si tu veux, à Grenoble, il y avait un phénomène dans le bâtiment. Dès que ça arrivait l'hiver, on n'avait plus de chantier, tu vois. Et il y a eu une période comme ça. Et moi, j'ai dû me recycler, tu vois. J'avais commencé à bosser, etc. Et je pouvais pas rester à la maison. C'est avant que je crée ma société, justement. J'ai travaillé un peu à l'usine. Et j'étais un genre de agent. J'avais une pince, je nettoyais le parc de l'usine, t'as capté. Et un jour, je me suis retrouvé à changer la poubelle d'un gars qui était dans ma classe, tu vois. Et parce que j'avais ce rôle un peu de nettoyeur et tout. Et je me suis dit, c'est trop, tu vois. Ce que moi, j'avais l'intention de faire de ma vie, ce que j'ai réussi à me prouver avant dans peu de choses que j'ai faites. Sur le côté, c'est que j'arrivais à faire de l'argent. Je ne peux pas rester pour 1000 € par mois et changer des poubelles. En plus, un mec qui était dans ma classe, tu vois. Et c'est là où j'ai été motivé à créer ma première entreprise. Et en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai commencé à bosser avec un pote parce que j'avais pas le permis, donc il fallait quelqu'un qui m'amène au chantier et qui m'aide. Là, à ce moment-là, en fait, on va dire, j'ai atteint le maximum de chiffre d'affaires que je pouvais faire avec mes mains. J'arrivais à des salaires assez confortables, 7, 8 000 €, etc. Mais j'étais au chantier 7 jours sur 7, 8 heures, 20 heures tous les jours, tu vois. T'étais juste quelqu'un qui savait exécuter, qui savait bosser tout droit et... Voilà, mon père, il m'avait appris, la vie c'est dur, tu vois, le travail c'est dur. Moi, je savais pas travailler autrement. T'as vu, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de moment de faiblesse. T'arrives le matin, tu travailles. Quand tu prends la pause pour manger, c'est le temps de manger, c'est pas que tu restes une heure. Il n'y a pas de, comme te dis, il n'y a pas de café le matin, il n'y a pas de... Et donc voilà, après je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais faire et je me suis dit, je vais aller plus loin. J'ai compris comment ça fonctionne. Je maîtrise mon métier. Là, maintenant, j'ai employé 2-3 jeunes et tout de mon quartier et tout, machin. Je sais que je sais les gérer. J'ai une capacité, alhamdoulilah, même à pouvoir former des gens qui n'ont pas le métier. Maintenant, quelle stratégie je vais mettre en place pour scaler, tu vois. À l'époque, sans faire exprès, entre guillemets, je commençais déjà à gamberger scalabilité, process. Tu vois. Mais sans savoir. Sans savoir. Juste, t'as vu dans ma tête, je me suis dit, vas-y, il faut aller plus loin. Vas-y, c'est cool, t'as atteint ça, mais vas-y, il faut aller plus loin. Donc après, à l'époque, c'était les fax. Je me suis mis à envoyer des fax à tous les gros de la région pour avoir du travail en sous-traitance. Et subhanallah, t'as le plus gros qui me répond, qui me dit, mais je connais ce nom, t'es lequel? Parce qu'il avait connu mon grand-père, mon père. Exactement. Et donc, lui, il me répond, t'es lequel? Et machin, viens, on s'appelle. Il me donne direct un chantier. On y va à 3. Et il dit, le chef de chantier, il vient me voir 1 heure après qu'ils m'ont installé et tout. Il m'a donné un très beau chantier, un hôpital et tout. Faut savoir, par exemple, dans le placo, plus on te donne des grandes surfaces, des grandes cloisons,
mieux tu gagnes ta vie plutôt que de faire des appartements avec des recoins de partout. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai compris. Donc déjà, on part sur de bonnes bases. Et le gars, c'était un Italien aussi. Et il dit franchement, il dit à son chef de chantier, le petit, prends-en soin. J'ai connu sa famille et tout, je sais, il y a quelque chose à faire. Et là, vas-y, moi je me mets à fond, on était 3, on fait du bon boulot et tout. Je vais récupérer une facture chez lui à la fin du mois. Et à ce moment-là, je le fan, je lui dis, mais moi, tu peux me donner grave plus. J'ai vu, tu as 2-3 équipes, parce que c'est un truc, ça faisait 10 étages, tu vois, c'était un hôpital. Moi, lundi, je peux te mettre 20 personnes et on va avancer bien, tu vois. Et il me dit, bon, bah écoute, vas-y, vu comme tu taffes et tout, fais-le. Et moi, en fait, j'avais personne, tu vois. Ok. Le lundi, j'ai appelé, le week-end, j'ai appelé toutes les agences intérim et j'ai récupéré grave du personnel. Et voilà, après, le lundi d'après, ou je sais plus, quelques jours après, on a attaqué. C'est à ce moment-là, on va dire, où ouais, sur ce côté-là, j'ai commencé à mettre des process en place. J'ai réfléchi au début, je les voyais comme dans toute entreprise de placo notamment. Chacun bossait dans son coin, chacun allait tracer sa cloison, chacun allait la ferrailler, la plaquer. Je me suis dit, mais c'est pas bon en fait. Le mec, il a grave du knowledge, il a du savoir-faire. Il y a des trucs qu'il fait comme mettre de la laine de verre et tout. Il passe du temps sur... ça demande pas de compétences en vrai. Et en fait, je me suis mis à organiser, tu vois, du doyen au plus jeune, de celui qui avait le plus de savoir-faire à celui qui en avait pas du tout, une sorte d'industrialisation. Ça veut dire que le plus fiable, il faisait le traçage, parce que si le traçage n'est pas bon, il va mettre toi à la poubelle. Le plaquiste, on va dire à peu près qualifié, il allait faire mettre ses rails, etc. L'aide plaquiste qui vient en 3e degré, il allait plaquer la première peau de la cloison, tu vois, il allait plaquer un côté. Et un manœuvre à la base que je récupérais juste pour nettoyer le chantier, bah lui, je lui ai expliqué comment mettre de la laine de verre, il allait mettre la laine de verre. Mais ça m'a donné en fait un truc où j'allais super vite et super bien. Et c'est là où bah, d'un coup, j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Ça a commencé à monter assez vite. Ouais, et je te parle de ça, j'avais 22 ans, tu vois. Ok, donc ouais, c'est-à-dire que je pense que c'était instinctif chez toi, peut-être de faire ce truc-là, tu t'es pas dit... Tu sais, quand moi je fais quelque chose et que je suis pris, ça devient l'obsession, tu vois. Je suis dans la journée quand je suis dans l'opérationnel et je suis dans la nuit quand dans la stratégie, tu vois. Je regarde mes comptes, j'y crois pas, frérot, moi. J'ai 22 ans, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Il me reste 60 000 € à la fin du mois et je suis un sous-traitant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc de fou, tu vois. C'est énorme. Après, bah, tu prends un peu la fièvre et tout, c'est normal, tu vois. Tu commences à acheter des motocross, des voitures, des conneries, parce que voilà. T'es encore le Patrick du quartier du voilà, c'est ça, tu vois, c'est pas... Suite à ça, t'as fait ça, et après t'as fait ça. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, déjà, bah, je m'étais fait remarquer, tu vois, parce que bon, le gars, il a pris confiance, il m'a donné plein de chantiers, donc ça a duré, je sais pas, 8 mois, 1 an, comme ça. Mais faut pas oublier que je suis un sous-traitant. C'est pas moi qui allais marcher. Même si les architectes et tout, ils m'apprécient, plus personne comprend rien, mais surtout cette équipe d'OVNI, ils vont vite et bien, tu vois. Et un bout d'un moment, tu vois, le gars, ça l'effrite un peu de voir que les architectes, ils veulent que parler avec moi. T'es en réunion de chantier, ils focus sur un gamin de 22 ans, ils calculent plus le patron du groupe, tu vois. Et il m'a envoyé un chantier, il m'a envoyé dans le mur. Tu vois, il m'a envoyé un immeuble de 15 appart ou 20 appart à faire. Même plusieurs immeubles comme ça. Et en fait, c'est typiquement par rapport à ce que je te disais au début de la vidéo, c'est là où tu gagnes plus ta vie, tu vois, parce que c'est que des recoins, tu passes un temps fou. Donc voilà, déjà, ça a commencé à descendre. À la fin de prendre 50, 60 000 € par mois, là, je perds 30 000 € ce mois-là. Ok, donc t'étais en perte. Voilà, là je commence à passer en perte. En vrai, je réfléchis, vas-y, comment je vais rebondir, sur qui je repars et tout. Et là, il se passe entre guillemets, des dramas, on va dire, familiales et amicales exactement au même moment. Déjà, moi, je commence à transpirer parce que c'est ma première entreprise, mauvais gestionnaire. J'ai pris 60 000 € par mois, 50, 30. Je les ai cramés, tu vois. Quand il me manque 30, il n'y a pas de quoi les remettre, tu vois. Et il y a ce côté où tu confonds un peu chiffre d'affaires et bénéfices. Et le côté tragique, voilà, il y a mon ami d'enfance qui était dans ma société avec moi, dans la société avec mon père et surtout avec qui j'étais depuis l'école maternelle et on était comme ça, tu vois. Il meurt à ce moment-là, tu vois, et d'une mort quand même assez tragique, tu vois. J'ai mes parents qui divorcent à ce moment-là. Ça veut dire, moi, tous les jours, j'ai ma mère, elle est chez moi, elle pleure, elle est pas bien. C'est-à-dire, moralement, il se passe trop de choses. Je passe de là, où je suis en train de me prendre pour Superman, tout va bien dans ma vie. Je reçois des lettres de Sarkozy, c'est au moment, tu sais, au 2007, où il doit passer président, où il l'est, je sais plus. C'est les jeunes comme vous qui tissez l'économie de la France et tout. T'es dans un truc, tu vois. Et puis là, d'un coup, il n'y a plus rien qui va, tu vois. Donc là,
va dire, mini-dépression, tu vois, t'as plus envie de sortir. Et voilà, effet boule de neige. À la fin, la société, elle part en liquidation. Et ce qui s'était passé, en fait, moi, j'ai commencé artisan, qui était la structure qui convenait quand je travaillais tout seul ou à deux. Et très vite, mon comptable, il m'a dit, voilà, maintenant, tu fais trop de chiffres, tu veux pas être artisan, faut faire une SARL, etc. Et le truc qu'il m'a pas dit, c'est qu'il suffit pas de créer la SARL. Il faut transférer tous les actifs et les passifs de la boîte artisanale aussi. C'est-à-dire, voilà, j'arrive à un moment donné, tu vois, période noire, j'arrive à aller au bureau que la nuit, tu vois, à regarder le courrier. Et un jour, je vois le courrier du comptable parce qu'on était sur ce sujet-là. Oui, monsieur Pellonero, vous devez 280 000 € et c'est à titre personnel. Ok, c'est-à-dire que c'est pas la boîte, c'est toi. Non, en fait, la SARL, tu la coules, mais c'est une coquille vide. Elle n'a pas de passif, elle n'a rien. Les leasing, les camions, les salaires, les trucs, ils sont sur la boîte artisanale. Ok, il m'a créé la structure, mais il n'a rien transféré dedans. J'ai fait des factures avec, parce que moi, j'en sais rien. Je n'ai pas la maturité que j'ai aujourd'hui d'un point de vue contractuel, organisationnel, corporate, tout ce que tu veux, tu vois. Et donc, à ce moment-là, en fait, je suis endetté de 280 000 €, tu vois. Comment est-ce que toi, du coup, tu t'apprends jeune comme ça, tu te dis, j'ai presque 300 000 € de dette, j'ai 22 ans, tu te dis, tu vas passer ta vie à payer peut-être, tu vois. Ouais, au début, la vérité, tu déprimes, quoi. Tu es dans le mal, tu vois. Tu restes tes journées dans le noir, tu cherches des solutions, entre guillemets, mondaines, et tu n'en trouveras pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus rien. Je te dis, il me reste un quad, une crosse, je vais faire quoi avec ça, tu vois? Je ne vais pas payer 280 000 €. Un soir, un de mes anciens employés plaquistes, il me dit, viens voir mon frère, il a déjà eu ce genre d'histoire, etc. En le visitant, tu vois, je vois en fait le mec, je crois que son histoire elle est plus grosse que la mienne. Ouais. Et il a l'aise de ouf, tu vois. Il a acheté une boucherie, machin. Lui, il s'en fout de tout. Il a mis la boucherie au nom de son frère, le snack au nom de sa sœur. Il n'a pas arrêté de vivre, tu vois. Et ça me met un peu de truc de me dire, ah, en fait, il y a une vie après, tu vois. Ça te met du bon au cœur. Tu te dis que c'est pas la fin. Ouais, tu te dis, c'est pas fini, tu vois. Ouais. Et puis vraiment, moi, le déclic, je me suis dit, à un moment donné, je suis un ouf, en fait. Il me dit, je crois en Dieu. En plus, c'est récent. J'ai vu toute la facilité que Dieu m'a apportée. Et à ce moment-là, je me dis, je suis un ouf, en fait. Si vraiment je crois, qu'est-ce que je viens de perdre, en fait? Rien. J'ai perdu du matériel. Ouais. En fait, ma salat, je peux toujours la faire. Mes doigts, je peux toujours les faire. Si je dis que je suis croyant, mon but, c'est la vie d'après, c'est pas celle-là. Donc, vas-y, en fait, j'ai pas le droit de rester dans cet état. Je dois faire ce que je peux, je dois faire des causes pour m'en sortir, etc. Mais surtout, je dois continuer ma vie normalement et demander à Allah la facilité, tu vois, et rien d'autre. Et, alhamdoulilah, ce déclic-là a fait que j'ai recommencé et j'ai récupéré mon train de vie. J'ai payé les dettes petit à petit, jusqu'à savoir, tu vois, que en fait la boîte artisanale et la dette, il s'agissait tout juste de faire une faillite personnelle, parce que réellement j'étais en faillite. Ouais. L'avocat, je crois il avait un côté un peu aigri d'un mec comme moi. Il m'a dit, écoute, si t'aurais pas une veste en cuir comme ça et une quartier au poignet et ton âge, je te conseillerais autrement. Sur le moment, j'ai pas compris. Je crois que c'était un pic, mais en fait, il m'a emmené dans le trou. À ce moment-là, il pouvait juste me dire, mets-toi en faillite personnelle et l'histoire, elle était réglée, tu vois. Ok, donc c'est à dire qu'en fait, c'est juste t'es tombé sur le mauvais avocat. Ouais. Et puis tu vois, de toute façon, ils ont la haine un peu, tu vois, les avocats et tout, quand ça vient un peu de banlieue, surtout si ils voient que voilà, t'as gagné pas mal d'argent, t'as pas forcément eu une bonne gestion, tu te présentes, t'es encore debout, alors qu'il y en a plein de l'autre côté, tu vois, ils supportent pas. Donc okay. Voilà. On est en route pour la villa. C'est ça. Juste avant, là, tu es en train de nous expliquer justement comment tu es monté, comment ensuite tu es redescendu et comment tu as commencé à reprendre goût. Donc, comme tu as expliqué, tu as commencé à payer un peu les dettes, tu as repris du poids de la bête. C'est ça, comme dit. Après, à partir du moment où j'ai eu le déclic, en me disant que, voilà, tant que je pourrais prier mon Seigneur, etc., ce en quoi je croyais, finalement, le plus important, je ne l'avais pas perdu et qu'il n'y avait pas de raison de sombrer dans le noir comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et là, à partir de là, tu vois, j'ai recommencé à entreprendre en peu de temps. J'ai recréé une boîte dans le bâtiment. Ok, t'as parti au bâtiment. Avec un ami à moi. J'ai réouvert une sandwicherie spécialisée dans le burger, tu vois. Et je parle de ça, tu as vu, on est en 2010. Ok, donc là, déjà, c'est les prémices, entre guillemets, de la food, si je comprends bien. Ouais, comme je te disais, là, j'ai repris, entre guillemets, les devants. Le commerce que j'étais en train de construire, je suis allé au bout. Et quelques mois plus tard, tu vois, je l'ai ouvert. Donc, c'est quoi ce commerce? Ça s'appelait le Tacos des Alliés, à
à Grenoble. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, c'est un truc que j'avais signé avant de couler dans le bâtiment. Ok. Ça faisait plus de 6 mois que je faisais les travaux seul. Et à la base, je devais faire une pizzeria, tu sais, un peu par rapport aux origines et tout. Ça allait de soi, on va dire. Et finalement, il y avait tu vois, des frères de Lyon qui étaient venus à Grenoble et qui avaient ramené un produit qui était le tacos et qui faisait fureur. Moi, j'ai mis du temps à m'en rapprocher parce que voilà, moi, quand on me parlait de tacos, je comprenais pas. Moi, je croyais au truc un peu mexicain et tout. Je me dis pourquoi les gens, tu vois, ils se rendent ouf pour ça. Il y a quoi de spécial? Et finalement, je suis allé goûter et tout. Je suis tombé accro, tu vois. C'est le produit en soi, il m'a vraiment plu. Donc à partir de là, je dis vas-y, ça sera ni pizzeria ni rien. La hype, elle est là, je dois être nulle part d'autre, tu vois. Surtout qu'il n'y en a qu'un dans la ville. Moi, je suis de l'autre côté de la ville par rapport à lui. C'est sur ça que je vais me diriger. Donc là, je pars de zéro. Eux, ils s'appelaient le Tacos de Lyon parce qu'ils venaient de Lyon. Moi, je cherche quel nom je vais mettre. Frérot, moi, j'ai zéro notion au marketing, branding, rien à cette époque-là, tu vois. C'est la rue des Alliés, Tacos des Alliés, tu vois. Ok, d'accord, c'est la rue, ok, ouais. Avec une typo sur la façade illisible. T'es un mec du bâtiment là-bas. Ouais, moi, je suis du bâtiment, t'as vu, j'avais fait une déco à l'intérieur, c'était inspiré de Valérie Damido. Tu vois, à l'époque, c'était le marron et le turquoise. Le tacos, il était marron et turquoise, tu vois. Ok, c'est-à-dire que c'était pas un truc de l'univers de la food, tu t'es dit. Non, c'était loin, il n'y avait pas de menu board, il n'y avait rien. Et à partir de ce moment-là, je dis bon, il faut quand même que j'essaye d'apprendre le métier, de comprendre qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, c'était un snack, il y avait toujours au moins 1 heure d'attente. Donc ce que je faisais, j'allais commander. Et pendant l'attente, en fait, Miskin, le frère qui était au comptoir, je le rendais ouf, mais je restais collé au comptoir, je regardais tous les faits et gestes, tu vois. Les process, tu vois, j'avais pas cette notion. Aujourd'hui, j'appelle ça process. À l'époque, je voulais juste apprendre, tu vois. Mais j'ai analysé les workflows, d'où ça commençait, où ça se finissait. En fait, t'as toujours eu ce truc un peu côté, tu sais, sur la partie pédagogique un peu, en fait. Ouais, voilà, je voulais comprendre et être capable de reproduire et correctement et plus tard peut-être même mieux, tu vois. Le seul truc qui me manquait, c'était l'ingrédient principal, c'est la sauce fromagère qui faisait en secret dans une pièce derrière, tu vois. Donc moi j'ai fait mes tests à moi, j'ai pris crème fraîche, crème épaisse. Je suis arrivé à quelque chose qui tenait la route, tu vois. Et ensuite j'ai ouvert. Sur le produit, j'avais pas le niveau, tu vois. Et puis j'étais pas dans le monoproduit. Et eux non plus, tu vois. Ouais. À l'époque, ils faisaient des pizzas, des sandwichs, des burgers. C'était pas le tacos monoproduit. Alhamdoulilah, c'est moi qui l'ai ramené avec au tacos, tu vois. Ok. À l'époque, une franchise spécialisée qui fait que ça. Bien sûr, à la base, le tacos c'était un produit de snack. Ça n'a jamais été un monoproduit, tu vois. D'accord. Et donc, je commençais à, tu vois, à fonctionner un peu. Mais c'était pour des panini, tu vois, c'était pas pour le tacos. Et subhanallah, un après-midi, j'étais dans le restaurant en train de passer un coup de balai. Bien. Et je vois un frère qui j'ouvre. Il me dit ouais, j'aimerais travailler pour toi, etc. Et je l'ai reconnu, c'est quelqu'un qui travaille là-bas. Et je lui dis vas-y, regarde, je suis en train de passer le balai, machin, je suis là 24-24, j'ai pas de problème, viens, bismillah, tu vois. Et il me dit oui, mais attention, moi j'ai hlaf que j'allais jamais donner la sauce fromagère, tatati tatata. J'ai dit frérot, détends-toi, je t'ai rien demandé moi. Tu veux bosser, bismillah, bosse, tu vois. En fait, il avait peur que tu lui mettes une contrepartie, que tu lui dises écoute, ouais, en gros, trahis l'autre ou truc, tu vois. Ouais. Je lui dis moi je t'ai rien demandé frère, tu veux bosser, t'as bosse déjà selon mes recettes à moi, mes trucs. J'aurais été content que tu me la donnes, mais si t'as pas envie, y a rien, tu vois. Ouais. Et en fait, un soir je descends, peut-être 2 mois après que j'habitais au-dessus. Et là, il y a le gars à la caisse, il me dit ouais, Hakim, c'est une dinguerie et tout, machin. Je dis comment ça? Et il me dit il a fait la sauce fromagère et tout, machin. Et en fait, je vais dans la cuisine, il me dit écoute, toi, t'es plus que correct avec moi. Franchement, tu m'as jamais pris, tu sais, mon hack une heure ou machin. J'ai changé quelque chose, j'ai pas donné leur recette, mais je t'ai donné une recette. Et tu verras qu'avec ça, ça va fonctionner. Et alhamdoulilah, à partir de là, déjà, j'ai commencé à bien marcher sur le tacos. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre toutes mes failles, tu vois. La déco, c'était pas une déco de fast-food, que mon enseigne, elle était illisible, qu'un fast-food sans menu board, tu pouvais pas faire de vente. Et donc voilà, je me suis amélioré, j'ai refait le branding, j'ai refait les menus boards, etc. Jusqu'à arriver à quelque chose de bien optimisé et à prendre des grosses parts de marché, tu vois, dans la ville, tu vois. J'ai continué pendant peut-être 1 an et demi après, je sais pas. Donc tout ça c'était en autodidacte en fait. C'est que l'autodidacte, ouais. Okay. Et au bout d'un moment, ça m'avait saoulé. Je suis quelqu'un à l'époque, avant l'histoire d'Otako, j'étais très
très agité dans les affaires. La routine, je supporte pas, moi. Ok, Tu vois, j'avais atteint mon objectif. Je suis parti de zéro. Ok. Eh frère, j'étais content quand je vendais une canette par jour. T'imagines? J'avais un emplacement tout pourri derrière un pont, on me voyait même pas. Je passe de ça à un restaurant qui fait, je sais pas moi, 1000, 1500 euros par jour, tu vois. C'est énorme, alhamdoulilah, tu vois, en partant de rien. Ouais. Et ensuite, finalement, bah, j'ai voulu passer à autre chose, tu vois. Je me suis dit, bon, t'as vu, c'est bien, ça a bien marché, on est parti de rien et on arrive à quelque chose. Et tu vois, j'ai vendu. Et du coup, c'est quoi l'histoire d'Otakos? Bah, en fait, c'est là que ça arrive. Il y a Silman, un ami d'enfance, tu vois, on était en primaire ensemble à l'école. Avant qu'il commence le projet Otakos, il vient justement dans mon restaurant de burger et il parle avec mon caissier. Et nous, on s'était plus vu depuis longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, il faisait ma taille. Quand je le revois, il fait 2 mètres, frère, tu vois. Je l'ai même pas reconnu, voilà. Machallah, tu vois. Et il dit ouais, au gars de la caisse et tout, et qui s'entend bien, il dit ouais, moi je veux faire un tacos et tout. J'ai vu que dans les autres villes, quand les gens ils bougent, à Montpellier et tout, ça cartonne. J'ai envie d'aller à Bordeaux. Tu sais pas toi c'est qui peut me donner des infos et tout. Et là le caissier il dit mais ouais, t'as le chef derrière. Tu vois, s'il y en a un qui peut t'aider, c'est lui. C'est lui, ouais. Et après bah je sors, finalement on se reconnaît, machin, on s'assoit. Et à partir de là, voilà, je lui dis moi j'ai pas de problème. Tiens, la sauce fromagère, la recette c'est ça. Comme ça, Nia. Ouais, Nia, voilà. Et après je sais plus comment on arrive. T'as vu, on se noue, on s'appelle et tout un peu tous les jours. Il m'explique ses galères. Il est en train de construire son premier restaurant au tacos. Il me dit un peu comment ça se passe pour lui, les trahisons d'amis, les trucs qu'on vit en commun, tu vois, de son côté, de mon côté. Et à un moment donné, il y a une question où je sais plus comment exactement on arrive à ça, où il sait que je suis dans tout ce qui est communication visuelle. Et il me dit ouais, Hakim, t'as vu par rapport à ce que t'as fait pour moi et tout à l'époque. L'époque c'était quoi, 6 mois, 1 an, je sais pas. Là je suis en train d'ouvrir mon deuxième restaurant à Bordeaux. Je veux que c'est toi qui me fais toute la partie rebranding, etc. Et il me dit frérot, tu me dis le prix que tu veux, machin. Tu es en mode reconnaissance de ouf, tu vois. Et ça fait, bah, moi et Fathala, on bosse et tout, machin. Il sort le design, on part à Bordeaux, on fait la pause, etc. Donc c'est vraiment là que Otakos il est né, tu vois, dans les mains de Silman à Bordeaux. Ok. On reste en contact. À ce moment-là, sur le même timing, pour le coup, il y a Fathala qui revient dans ma vie, qui m'appelle de Grenoble et qui me dit, ouais, on discute, tu vois, lui, il est toujours dans la com et tout à Grenoble. Et il me dit, mais Hakim, pourquoi tu fais pas un tacos à Paris? Il m'a dit, voilà, tu vas devenir millionnaire et tout. Je dis, la vérité, ça me tente, parce que, bah voilà, je vois qu'en fait, il y a un truc à faire. Mais je sais pas, je vais réfléchir. Et après, j'en parle avec Silman le lendemain. Comme je t'ai dit, on était connectés, tu vois. Et Silman, à ce moment-là, il me dit, bah écoute, Hakim, si tu veux, si t'aimes bien le taf que t'as fait pour moi, prends Otakos. Il me dit, moi, je te demanderai pas grand-chose. En gros, il m'est franchisé, tu vois. Tu me donnes juste 2% de ton chiffre d'affaires pour que quand je viens te voir et tout machin, ça paye les frais, tu vois. Et finalement, voilà, on se met d'accord. On ouvre le premier restaurant Otakos, tu vois, à Tremblay. Et là, c'était 2013, 2012, 13, non? Fin 2013. Ok, parce que je me souviens, moi j'étais en BTS quand ça a commencé, c'est là que ça a commencé à parler de vous. Ouais, et franchement, ben, en fait, t'arrives à quoi à ce moment-là? T'es sur une addition de toutes les expériences, toutes les compétences. Ouais. Ça veut dire, t'ouvres Otakos avec pas grand-chose, 10-15 000 euros, tu maîtrises les aspects BTP pour la décoration, les trucs, tu sais, faire pour beaucoup avec peu. Tout de suite, je dis à Silman, tu vois, parce que lui, à Bordeaux, il avait sa carte, c'était tacos, mais c'était aussi sandwich, burger, tu vois. Je lui dis à Paname, franchement, je fais pas le poids, frérot. Les sandwichs, ils sont incroyables. Les mecs qui font les burgers, ils sont incroyables. Mais le tacos, il n'y en a pas autant que j'aille à fond sur le truc, tu vois. Je fais monoproduit, j'ai pas lieu de faire les autres produits, surtout que je vais pas être placé, tu vois. Et à ce moment-là, je lance un monoproduit. Entre-temps, j'étais devenu graphiste. J'additionne toutes les compétences. Bah, j'ai de quoi ouvrir mon restaurant tranquillement. Ouais. Et j'ai commencé à teaser avant l'ouverture. J'ai fait une ouverture porte ouverte le premier jour. Et après, bah voilà, le phénomène que tout le monde a connu, tu vois, à Tremblay, il y avait toute l'île de France et plus tard même les gens du 60, de Reims, de je sais pas d'où. Oh, ça fait du Il y avait des 150 mètres de queue, frère. C'est le Gigatacos. Et le Gigatacos, c'est un truc que j'avais inventé dans le Tacos des Alliés en 2007. D'accord. Tu vois, parce que bon, il y avait des jeunes, des footeux, ils venaient toujours manger et tout, ils mangeaient des maxi et ils gazaient à chaque fois. J'ai dit, vas-y, je vais t'en faire encore plus gros. Et vas-y, si tu le termines, je te l'offre, tu vois. Ok. Et j'ai retrouvé le même phénomène à Tremblay. Il y avait un grand gaillard, il faisait grave le malin à chaque fois. Non, le maxi, c'est pas assez, machin et tout. Je dis, vas-y, frérot, je vais t'en faire un énorme. Si tu le finis, même, je te l'offre. Et en fait, ça a buzzé de ouf, tu vois. Donc là, si je comprends bien, tu as pris une franchise d'un restaurant, au Tacos.
ton restaurant à toi a fait exploser au final la franchise, a bénéficié à la franchise de manière globale. Ouais, bah en fait, à ce moment-là, tu vois, même Simon à l'époque, il me dit c'est un truc de ouf ce que vous êtes en train de faire et tout, machin. Ça fait du bruit, même jusqu'à dans mes restaurants à Bordeaux, tu vois. Ok, du coup, il y a des retombées dessus. Ouais, il y a des retombées. Alors, peut-être au niveau de Tremblay, c'est pas encore des grandes retombées. Mais après, quelques mois plus tard, tu vois, là, Tremblay, c'est octobre 2013. Avril 2014, on ouvre le deuxième au Bourget, tu vois. Et le Bourget, il marche encore mieux que Tremblay, tu vois. Ok. Et en fait, nous, depuis le début, on dit aux gens, pour crédibiliser et puis justifier que c'est conceptuel et tout, que tout est réfléchi, c'est une franchise qui vient de Bordeaux. Donc, au bout d'un moment, les gens business, ils se disent quoi? Mais attends, Tremblay est à 150 mètres de queue, c'est tout petit. Là, le Bourget, ça se voit, il fait encore plus de chiffres. C'est une franchise. Ils sont où ces franchiseurs? Là, tu commences à avoir des mecs qui viennent tous les jours, qui laissent des tickets au caissier. Ok. Dis à ton gars de me rappeler, je veux une franchise, je veux une franchise, je veux une franchise, tu vois. Et donc, à ce moment-là, voilà, j'appelle Silman. Moi, j'étais franchisé 2 fois, Tremblay, Bourget. Je dis, frère, voilà, il se passe un truc de ouf à Paname, tu vois. Il y a un vrai truc à faire. Je sais que toi, t'es à Bordeaux, t'as tes restaurants et tout. Mais je sais que, t'as vu, il y a un vrai truc à faire à Paris. Okay. J'aimerais bien, on discute comment on peut le faire ensemble. Je sais qu'à la base, je suis juste franchisé, mais de quoi on peut parler ensemble, tu vois. Ok. Et là, après, ben, il y avait la question pour lui de savoir s'il pouvait monter à Paname ou pas. Et puis, il décide de monter, tu vois, et de faire un restaurant à Ivry. Et un jour, on en a la discussion, tu vois, parce que moi, j'avais un associé aussi avec moi historique sur Tremblay-Bourget. On franchisait avec moi. Donc, on a une discussion, moi, lui et Silman. Et on dit, c'est comment? Tu vas nous donner une master franchise Île-de-France, tu vois. Et là, t'as vu, tout à son honneur, il dit, les gars, le taf qui a été fait et tout, on est associé sur la marque, tu vois. C'est lourd, il n'y a pas une histoire de master. Non, c'est lourd, tu vois. Quelqu'un qui est reconnaissant comme ça, qui te pose ça comme ça, tu vois. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de... Tu vois, t'as même pas fini de discuter que, tu vois, déjà, t'es dans ça. Même si, alhamdoulilah, il y avait ce qu'il fallait en face pour dire ça. Ouais. Mais voilà, il fallait être la personne qui ait la reconnaissance, qui n'a pas l'orgueil de poser les choses comme ça, tu vois. Non, franchement, c'est très très noble comme réaction en fait qu'il a eu au final. Incroyable. Hein. C'est-à-dire que là, très peu de gens auraient fait ça, tu vois. Très peu de gens auraient fait ça. Donc en fait, au final, là, il se retrouve avec un franchisé qui fait beaucoup plus de chiffres que, je pense, ses propres restaurants à lui. Et... Bah, il faisait du chiffre, tu vois, à Bordeaux et tout. Mais en fait, le buzz au tacos qui a pété dans toute la France, il est venu de Paname parce que bah, les réseaux sociaux, ils étaient de Paname, tu vois. Et même plus tard, il me dira, tu me ramènes du chiffre à Bordeaux, tu vois. Ouais. Depuis Paname, je sais pas ce que tu es en train de faire là-bas. Il me dit, Hakim, c'est une dinguerie, tu vois. C'est lourd. Quand il a ouvert Ivry, il a ouvert sans enseigne. Le premier soir, il me dit, je crois, il avait fait 800 € de chiffre, un truc comme ça. Il me dit, Hakim, t'as fait quoi ici? C'est pas possible. J'ouvre, j'ai pas d'enseigne. Incroyable. Tu vois, il m'a dit, c'est une folie. Le garage, hein. On a essayé de faire les choses bien. Donc là, comme je t'ai dit, on est sur un des biens que j'ai acheté et que j'ai rénové, qu'on a fini de rénover il n'y a pas longtemps, dans le but de mettre en location après. D'accord, ok. Et quand on voit tout ça, on peut se dire ouais c'est trop bien, ça brille, etc. En vrai de vrai, et c'est là où moi je trouve ça fort, c'est de se dire qu'en fait tout ça, ça a été possible parce que quand tu es petit, tu as le chantier avec ton père, parce que tu as connu les hivers froids, parce que quand tu avais 21 ans, tu as eu 300 000 € de dette. C'est un cursus de vie en vrai qui... Ça endurcit. Ça endurcit. Beaucoup d'action, détermination, obsession et surtout, tu as vu, Tawakkul Allah, tu vois, c'est... Et surtout. On fait les causes et après c'est Allah qui décide, tu vois. C'est une place importante pour toi en fait, ce côté en tout cas le Tawakkul. C'est mon pilier, c'est la base, tu vois. Après, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, j'ai des failles, j'ai des montées, j'ai des descentes, etc. Mais c'est mon seul principe basal dans ma vie, tu vois. Tout tourne autour de ça. En tout cas, ça t'a réussi. Ça t'a réussi. Alhamdoulilah. Déjà, ça t'a réussi. Vous savez l'équipe, Petit Changement Express, il a sorti le grand jeu. On est honoré, c'est comme ça, très très frais en tout cas mon frérot. Moi Patrick, juste avant qu'on parte, tu vois, je voulais quand même qu'on fasse une sorte de mini conclusion. Franchement, je pense que tu peux être fier de toi. Hein. La baraque, elle est magnifique, tu vois. Et vraiment, en tout cas en termes de message aujourd'hui, je trouve que c'est beau, tu vois, parce que tu montres que on peut vraiment faire des choses quand on les fait avec de bonnes valeurs et quand on les fait de la bonne manière, tu vois. Ça existe aussi. C'est pas une utopie. Moi, ce que je lis dans ma lecture du jeu,
C'est que je vois qu'en fait, aujourd'hui, tu te retrouves ici et au départ, tu n'étais pas destiné à être ici. Et la chose qui t'a ramené ici, c'est juste que tu as fait les choses avec envie, avec passion et tu as mis du cœur. Tu vois, quand tu me dis que tu pars de Grenoble, tu connais rien à la restauration à la base, tu es un mec qui bosse au chantier, le matin dans le froid, et que tu as commencé à bosser, tu as bien fait les choses. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas qui ont été très très durs, mais qu'après tu rebondis, tu repars, tu te retrouves dans la restauration. Que de la restauration, tu passes à une agence et que ensuite tu mêles ton expérience restauration plus agence. Tu bosses avec les gars d'Otakos, on voit ce que vous faites avec Otakos. Tu revends Otakos. Déjà là, il y en a beaucoup qui auraient pu se dire c'est bon, on est arrivé. Et qu'après ça, tu continues encore, tu viens de recommencer une deuxième saison ici. Franchement, bravo à toi, félicitations. Je pense que c'est quelque chose qui va inspirer pas mal de gens de notre communauté. Je pense qu'il y en a pas mal qui nous regardent aujourd'hui qui doivent être dans des moments très difficiles. C'est pas tout le temps facile. Et d'avoir des personnes comme toi qui nous montrent que voilà, quand on fait les choses sérieusement, avec envie, avec les bonnes valeurs c'est important, ça peut aussi briller. Dans la vie, il ne faut pas tricher. Moi, je ne crois pas à la triche, c'est jamais durable. Et un jour ou l'autre, c'est fini. Voilà. Et donc voilà, je tenais quand même à te le dire vraiment, tu vois, avant qu'on parte. Et voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi, mon frérot. Non, comme dit, pour moi, voilà, bon, les actions, tout ça, c'est bien. Après, c'est vraiment la relation que tu as avec ton Seigneur et la confiance que tu places en lui. Et tu vois, quand tu redescends, c'est lui qui t'aide. Quand tu montes, c'est lui qui t'aide. Et voilà, c'est pas... Tout ce que j'ai, je l'ai grâce à Dieu. Je suis personne. J'ai fait des actions, j'ai mis une intention. Et alhamdoulilah, ce que j'ai pu avoir, tu vois, et peut-être que j'aurai plus demain, bah, c'est par la grâce d'Allah, tu vois, il n'y a rien d'autre. Merci pour ces leçons. En plus de nous accueillir comme ça à Dubaï, il nous donne même du spirituel. Là, c'est en tout cas. Merci beaucoup, Patrick. Bon, on reprend notre discussion dans la voiture. On y go. Et qu'on est arrivé dans le garage de la villa, Patrick, la dernière chose dont tu me parlais, c'était le fait que du coup vous venez de vous associer. C'est ça. Donc voilà, comme dit, on s'est associé sur la marque. À partir de là, on a commencé à réfléchir sur la stratégie. Qu'est-ce qu'on allait faire de toutes ces demandes de franchise. On a continué à ouvrir quelques succursales aussi entre-temps pour donner un peu de force à la marque, tu vois. Ouais. Et ensuite, une fois le sujet posé, voilà, on s'est dit, on n'est pas franchiseur, il faut qu'on le devienne. À partir de là, on a pris des consultants, on a commencé à bosser le socle, tu vois. On a appris le métier. Tu avais deux manières à l'époque de le faire. En gros, tu as deux écoles. Et malheureusement, souvent, les gens, ils prennent la deuxième école qui est les consultants spé franchise. Ils vont te faire quelques workshops avec toi, t'expliquer vaguement quel va être ton rôle en tant que franchiseur, etc. Et te donner une grosse masse de doc, tu vois, qui entoure ton métier, qui va te permettre de franchiser. Mais à la fin, tu ressors de ça, t'es pas franchiseur, tu vois, t'as pas appris grand chose. Et comment du coup vous avez fait passez-vous à cette... En fait, nous on a vraiment fait comme dit, voilà, avec deux consultants juniors en mode projet, c'est nous qui avons travaillé, c'est nous qui avons créé les docs. On les a pas achetés les docs, tu vois ce que je veux dire. Vous les avez fait vous-même. Ça veut dire quand tu le fais par toi-même, tu les intègres. Donc voilà, on va dire, une fois qu'on a compris tous les métiers qui entouraient la franchise, on s'est départagé les rôles. Chacun a pris des axes différents, des pôles différents si je puis dire. Moi, ce qui me concernait, c'était le marketing. Bon, j'étais déjà dedans depuis un petit moment, j'avais juste à continuer, tu vois. Puisque jusque-là, on était déjà très bien sur les réseaux sociaux et on opérait tous les jours, tu vois. On avait déjà un bureau, etc. avec une équipe marketing. Et ensuite, j'ai pris le développement. Le développement, c'est tout ce qui concerne le recrutement des franchisés jusqu'à l'ouverture. Tout le cursus ouverture. Donc, tu t'es encore formé, on va dire, entre guillemets, un nouveau métier, en fait. Ouais, complètement. Si tu regardes bien, souvent, ce qu'on souligne chez Otakos, c'est le marketing. C'était une marque, ça a été une des premières marques à prendre le tournant des réseaux sociaux, de l'influence et tout. Ok, c'est vrai, tu vois, alhamdoulilah, c'était fort, mais le développement, ça a été encore plus fort. Dis-toi, à cette époque-là, je suis avec 2 stagiaires. On reçoit des demandes de franchise tous les jours, toutes les semaines. Sur la première année, on va dire, on se fait la main, on s'entraîne, tu vois. Et donc, on veut pas y aller fort, mais on fait quand même une première année où on ouvre 16 restaurants, tu vois. Mais c'était un choix de ne pas faire plus. À cette époque-là, tu as vu, il fallait aller à notre rythme. Moi, là où vraiment, on va dire, j'avais une valeur ajoutée, c'était sur la partie process et je les reconstruisais tout le temps. Dès que je voyais que le process, en fait, il avait un bug, il avait un manquement, je reconstruisais tout, tu vois. Tu vois, c'est moi, tous les matins, qui regardais les franchisés entrants, qui faisaient une présélection. Bleu, c'est bien, vert, c'est très bien.
Orange, pas terrible. Rouge, c'est pas assez structuré. On lui envoie une demande de refus, etc. Tu vois, c'était... Ok. C'était combien de temps à peu près après le moment où vous avez décidé de vous dire ok, go, on bosse vraiment ensemble? Bah, ça a été le temps de finir la partie documentation, s'imprégner du métier franchiseur avec les consultants, tu vois. Ok. Ça a dû mettre 3-4 mois à peu près. Et donc à partir de là, bah voilà, on faisait tous les mardis une session, des sessions de 30 minutes sur toute la journée au Café de la Paix, tu vois. Et là, bah, je rencontrais les candidats. Et alhamdoulilah, vu que déjà j'avais une bonne expérience de vie et professionnelle, on va dire déjà dans les échanges et tout, j'arrivais à voir si les valeurs elles collaient, tu vois, s'il y avait vraiment quelque chose, un intérêt qu'on pouvait valider de notre côté. Et une fois que après ils étaient validés, bon bah là c'était mise en relation avec l'architecte, ensuite après l'architecte avec le cuisiniste, suivi des travaux, même à la recherche de son local. Est-ce que vous regardiez les valeurs, c'était peut-être un facteur secondaire ou c'était quelque chose qui était important pour accepter de franchiser? Parce qu'il y a des franchises, aujourd'hui tu as des franchises qui prennent n'importe qui tant que la personne est paye. Hein. Les valeurs c'était primordial. Moi je sais, je peux pas développer une relation commerciale avec toi, je peux pas te donner ma marque si on partage pas les mêmes valeurs. Si tu viens, et ça m'est déjà arrivé, tu vois, tu me snobs, tu fais le grossiste et tout parce que je sais pas, tu as peut-être déjà fait quelque chose de bien dans ta vie, mais je sens pas qu'il n'y a pas de respect et tout. En fait, à partir de quand tu vas me respecter après? Quand moi je vais te dire on sort un nouveau produit, quand je vais te dire la décoration du restaurant elle a mal été faite, il faut tout reprendre, t'ouvres pas. Je vais faire face à quel type de réaction en face? Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'intéresse pas en fait. Moi, tu vois, c'est une relation gagnant-gagnant à la base. C'est pas un rapport de force. Si le gars il vient en candidat, il est déjà dans un rapport de force. Mathématiquement, t'as rien à faire avec lui, tu vois. Donc voilà, après il s'en suivait, recherche de local, validation du local. Une fois que c'est validé, mise en contact avec l'architecte. L'architecte a lui fait les plans. Il sélectionne l'entreprise de travaux qu'il veut. Quand il a fini ses travaux, tu vois, on vient, on valide que tout a été fait dans les règles. Entre-temps, il est parti en formation dans un restaurant pilote, tu vois. Pareil, bon, la formation et tout, c'est pas moi qui gérais, mais il y avait des process, tu vois. Le dernier jour de formation du franchisé, bah, c'était lui qui faisait le shift tout seul avec ses équipes. Il n'y avait plus de formateurs, il n'y avait plus de personnel du restaurant pilote, tu vois. Et il était évalué. S'il passait l'évaluation, il était apte à ouvrir. Si le shift il se passait mal, bah, il recommençait la formation, tu vois. On n'ouvrait pas pour ouvrir, contrairement à ce que les gens ils ont pu dire, croire ou quoi. Au Tacos, on n'a pas ouvert beaucoup parce qu'on a tout accepté. On a ouvert tout ce qu'on a pu de ce qu'on pouvait accepter. C'est différent. J'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sur la partie commerciale, la partie communication, il y a eu une période, moi je me souviens, tu vois, j'étais plus petit à ce moment-là, j'étais en BTS, je crois. Au Tacos, c'était devenu comme un média, notamment sur Facebook, au niveau de la stratégie, au niveau de la communication, c'était vraiment devenu fort. Déjà, nous, on arrive, tu vois, à l'époque de Facebook où il n'y a pas forcément de marques qui communiquent comme elles devraient communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Les grandes marques, elles continuent de communiquer sur le Facebook comme elles communiquent à la télé, comme elles communiquent en 4x3, des designs, des vidéos bien faites. C'est pas le format. Les réseaux sociaux, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est la transparence en vrai. Ils veulent de la proximité. Tu veux pas être dupé. C'est fini ça, tu vois. On veut pas de spot publicitaire sur les réseaux sociaux. On veut voir t'es qui réellement, tu vois. C'était les débuts en tout cas, ouais. Exactement. Et nous, on était les premières marques à produire du contenu brut. Moi, j'étais graphiste. C'est moi qui faisais les premiers posts au Tacos. Je pouvais passer des fois, je sais pas, 4 heures à faire un visuel, il faisait 10 likes. J'étais dans la cuisine, fatigué parce que je venais de faire un rush. Je faisais un tacos et je me disais, vas-y, les beaux gosses à prendre en photo. Comme plus tard, on pourrait dire, quelqu'un qui snap son tacos, tu vois, malgré que ça n'existait pas encore. Ouais. Et je mets mon tacos avec la sauce qui dégouline, je fais 400 likes. C'est au bout d'un moment, en fait, c'est ça ton école. C'est ce qui fonctionne, tu vois. Je pense qu'il fonctionne. Donc toi, tu comprenais que c'est pas des trucs tout léchés qui marchent. Non, les réseaux sociaux, les gens, ce qu'ils veulent, c'est la transparence. Ils veulent pas du maquillage, tu vois. Et donc, voilà, la page, elle a grossi, la société elle s'est structurée. Là je te parle de poste, j'étais dans la cuisine en train de faire manger aux clients, tu vois. Plus tard il y a des bureaux, il y a des équipes, il y a des community managers, des directeurs marketing. Et on continue sur cette lancée de transparence, mais on se dit voilà, nous ce qu'on veut, les gens on veut que ce soit vraiment une communauté. On veut pas être une page de pub en gros. Personne suit au réel, personne ne suit une page de pub. Il faut raconter des histoires aux gens. En tout cas, leur raconter les choses qui les intéressent. Il faut avoir de l'interaction. Quand ils ont sorti Facebook Live, on a fait des stats de fou. On faisait des jeux. C'était pas Periscope, ça. Exactement. Et à ce moment-là, on se dit comment on peut, tu vois, attaquer ce nouvel axe de communication.
Et vu qu'on avait ce phénomène de rareté, on était en début de développement, on nous attendait dans toute la France, bah typiquement le community manager, il va mettre, je sais pas, des bouts de papier avec le nom des villes où on est sûr d'ouvrir, bien sûr, où c'est déjà en cours. Dans un chapeau, il va faire des sortes de, pas des tirages au sort, mais tu m'as compris, tu vois. J'ai compris. Ouais. Et il y a de l'interaction de ouf, tu vois. Et dans les bureaux, le gars, chez nous, il a le logo Otakos. Vous l'avez bossé déjà. Derrière, il y a un mur de logo. Sur le visuel, intégré dans le live, il y a la barre Otakos, tu vois. Il y a une volonté d'être un média. Ça ressemble, ouais. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que tout le monde va te dire? Qu'est-ce que t'as à interviewer Cédric Doumbé alors que tu parles même pas de tacos ou machin? Mais non, en fait, Cédric, il a un lien avec notre communauté, nous, on a un lien avec nous. C'est du contenu, les gens, ils sont là pour le contenu, tu vois. Et aujourd'hui, ça se comprend totalement. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui se comprend totalement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Otakos a été précurseur dans tout ce qui a suivi aujourd'hui, qui est Gelada.b, Chicken Street? On peut pas dire non. Très sincèrement, et avec toute l'humilité que je pourrais y mettre, il y a eu un avant et un après Otakos, tu vois. Et pas que là-dessus, il y a tout qui a changé après. Je te parle français, Otakos, il a laissé une science. Tous ceux qui l'ont appliqué derrière, bien appliqué, ça a fonctionné. Même ceux qui se sont éteints, à la base, ça a fonctionné, tu vois. Après, ça, j'ai envie de te dire, c'est la face visible de l'iceberg. Ok? Le marketing, la décoration, les meet-up. Il n'y a jamais personne qui a fait des meet-up avant nous, tu vois, avec des influenceurs. Déjà, le marketing d'influence, il n'existait pas avant. Ça n'existait pas, c'est vrai. Nous, la folie, c'était quoi? C'est que on a une communauté de fous sur les réseaux, ils nous attendent partout. Mais le jour où on ouvre dans leur ville, on crée une résonance de fous parce qu'on te ramène là la personnalité. Et on a déjà, je te dis une bêtise, plus de 50% de la ville qui est au courant qu'Otakos il ouvre, via la personnalité qu'on a ramenée, qui a communiqué sur ses réseaux, qui dit qu'il va être sur place, tu vois ce que je veux dire, qui va faire une meet-up. Il y a eu ça, il y a eu, je sais pas, les ads, on a vraiment, entre guillemets... Sur la partie digitale, en fait, vous avez fait de... Surtout, en fait, même avant nous, la vérité, l'architecture en soi, la charte architecturale, ça n'existait pas dans la partie restauration rapide de banlieue. Le packaging, tu vois, faire des boîtes, faire des serviettes logotées, personne se prenait la tête là-dessus. À l'époque, c'était quelle est la meilleure sandwicherie, par le goût, par-ci, par-là. Ils refaisaient une déco de fast-food et tout machin, mais il n'y avait pas de notion de charte, de duplication, tu vois. Et après, ce qui s'est passé ensuite, bah, c'est pareil, comme je te dis, ils ont réutilisé la science d'Otakos, ils se sont créés un environnement visuel, ils ont tapé les réseaux sociaux à fond, ils se sont entourés des prestataires que nous, on avait à l'époque, tu vois. Ouais. Ils ont perpétué le truc. Après, pourquoi pour certains ça a bien marché, pour d'autres moins? C'est que ça suffit pas. Ça, c'est la carrosserie. Faut le moteur derrière. Et sinon, sur la partie de Dubaï, parce que mine de rien, on est aussi là pour ça, tu vois, on n'a pas trop parlé d'ici ton installation. Comment est-ce que toi, tu vis aujourd'hui ton installation à Dubaï? Comment ça se passe pour toi? En fait, moi, si tu veux, je l'ai toujours vécu de la même manière depuis le début. Il y a Dubaï et Dubaï. Tu vois, si tu es en mode bling-bling, Dubaï, il t'offre tout le bling-bling que tu veux. Si tu es en mode vie tranquille, tu veux profiter de la nature, tu veux profiter, je sais pas moi, des endroits propres, c'est comme de partout en fait. Tu veux Paris la nuit, tu auras Paris la nuit. Tu veux Paris des beaux quartiers, tu auras Paris des beaux quartiers. Tu veux Paris la rue, tu auras Paris la rue. Ici, tu as la même chose, frérot. Et toi, du coup, tu as choisi quel Dubaï? Moi, je suis Dubaï à la cool. Moi, mon but depuis le début, et alhamdoulilah, j'ai connu des bonnes personnes ici, tu vois. J'étais associé pendant longtemps avec un local ici. C'est de vivre comme eux, en fait. C'est eux qui savent vivre Dubaï. C'est pas les expats, tu vois. Moi, mon but, voilà, ici, c'est d'avoir ma petite maison à côté d'une mosquée. Dès que l'hiver il arrive, de passer du temps dans le désert, en famille, de visiter les beaux endroits, mais autant quand j'ai envie d'aller faire un resto, quand j'ai envie d'aller au mall, je vais aller au mall. Et d'ailleurs là, tu vois, je m'y attendais pas, mais tu vois, je me rappelle dès la première fois que je t'avais parlé, tu m'avais dit le jour où on ferait une interview, je te ramènerai dans le désert. Ouais, parce que moi c'est ça qui me représente ici, c'est ça les moments que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'amener dans un gros resto, machin, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui aiment, mais chacun son truc, tu vois. Mais voilà, nous on attend toute l'année ce moment-là, tu vois. Qu'il fasse 20 degrés, qu'on se pose dans le désert, on fait un feu, on prend un peu de thé, on discute, on refait le monde. Voilà. Moi c'est ça que j'aime de Dubaï. C'est quelque chose que les gens font beaucoup ici? Bien sûr, ouais. Mais ceux qui justement vivent autour de la culture locale, on va dire.
Patrick, ça y est, dernière partie, le moment tant attendu dont tu m'avais parlé. Ça fait plus de 2 ans, je me souviens, la première chose que tu m'as dit, la DA en tout cas, tu m'avais dit qu'il fallait qu'on vienne dans le désert et que tu me montres ce que c'est en gros, voilà, un petit moment comme ça autour du feu. Exactement. Dans la voiture tout à l'heure, on avait commencé à parler, mais on a sauté assez rapidement le sujet, sur le fait qu'il y a eu un avant et un après au tacos. Est-ce que déjà toi tu es d'accord avec ça? Si oui, bah, comment est-ce que du coup toi tu le vois et comment est-ce que ça s'illustre? Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup qui le reconnaissent, tu vois. Il y a vraiment eu, que ce soit dans la restauration ou même dans d'autres métiers, même sur les réseaux sociaux, tu vois, un avant et après au tacos, tu vois. Je pense que ce qu'on a construit, de la manière où on l'a construit, et les preuves aujourd'hui, elles parlent pour nous, tu vois. Le fait d'avoir réussi à aller toucher, entre guillemets, du doigt les géants, d'être la 4e chaîne de restauration rapide en France, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Et tout ça, visuellement, pour beaucoup, ça s'est ramené à une recette, notamment via les réseaux sociaux, etc. Parce que à l'époque, on était précurseurs en tant que marque à utiliser les réseaux sociaux, surtout tout ce qui était restauration et tout, et même plus généralement. De même pour la partie marketing d'influence. Et derrière, c'est cette recette, cette science, entre guillemets, qu'on a laissé, les meet-up, les ads, les 50 tacos offerts à l'ouverture, etc. C'est quelque chose qui est resté, qui a été réutilisé et qui a fonctionné pour beaucoup. Avant tacos, on a eu une franchise comme Nabab, par exemple. En plus, il me semblait que tu m'avais dit que tu avais même été un peu inspiré à l'époque, bien avant que toi tu te lances. Bien sûr. Tout à l'heure, je te parlais de mes premières expériences. En 2007, quand j'ai le tacos des Alliés, il me semble que c'est à ce moment-là que je vois des passages télé, etc. concernant Nabab. Et moi, ça m'inspire. C'est déjà mon rêve à l'époque. Je t'ai dit, j'ai toujours rêvé grand, toujours eu de l'ambition. Et c'est vrai, quand tu vois un gars comme nous, tu vois, qui passe à la télé. Je me rappelle, j'ai été choqué d'une phrase. Il dit, cette année, on va faire un chiffre d'affaires consolidé de 10 millions. Ça me paraissait complètement ouf, tu vois. Et je me dis, en vrai, on peut le faire, tu vois. Ok. Tu dis, ça me paraissait. Quelques années plus tard, alhamdoulilah, on faisait quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, tu vois. Et le fait de dire ça comme ça, qu'est-ce que ça procure chez toi, tu vois, de dire, il y avait le Patrick de cette époque-là qui avait vu les 10, c'était une dinguerie, et au final, vous avez fait 100, vous avez fait Le pire, c'est que c'est allé tellement vite qu'il n'y a qu'aujourd'hui que je m'en rends compte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais vraiment, moi, le Patrick de 2007, quand il entend 10 millions, c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, tu prends au tacos depuis la naissance du réseau de franchise. Je pense qu'on peut dire que sur ces années-là, on a passé le milliard de chiffre d'affaires consolidé, tu vois, toute année cumulée. Bien sûr. Donc on est bien loin de mon rêve, tu vois. Bien loin des 10 millions, au final. Ce qui m'a fait rêver à la fin, alhamdoulilah, on allait beaucoup plus loin, tu vois. T'es allé bien au-delà, ouais, effectivement. De 10 à 1 milliard, franchement, c'est lourd, très très lourd. T'en as conscience un peu de ça? Est-ce que tu prends le temps peut-être toi des fois de savourer? Parce que c'est quand même des réussites, c'est des succès. Mais tu vois, quand t'es entrepreneur, souvent tu as 1000 à l'heure et t'as pas le temps de te poser, vraiment regarder ce que tu fais. Ouais, et puis moi je pense que j'ai un côté entre guillemets vraiment de base simple qui fait que c'est pas le genre de truc que je réalise. Tu vois, même Gallo qu'on a en commun, il me dit t'es le seul gars que je vois qui est arrivé, qui veut revenir et qui comprend pas qu'il est arrivé. On dirait, je vois un gars qui a la dalle comme au premier jour. Ce truc là il est inné, je peux pas le changer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu le fais pas parce que t'as besoin de manger, si je comprends bien. Ouais, non, et je l'ai jamais fait pour ça, même depuis le début. Ouais, non, bien sûr, je veux dire. Entre guillemets, tout là, tu vois, tu prends au tacos avant la franchise. Quand mes magasins ils tournent bien, frérot, je suis heureux, moi. T'as vu, je prends ma famille, je vais à Châtelet, je mange un grec, je vais au cinéma, j'ai l'impression que je suis riche, tu vois. Je suis arrivé à Paname, j'avais 3000 € dans les poches. Tu vois, j'ai pas. À ce moment-là, quand je vois qu'on peut, tu vois, profiter de la vie, aller à Pizza Hut, à Bonne Nouvelle, manger à volonté, aller au cinéma en face, prendre des pop-corn, des bonbons. T'as vu, je suis déjà dans un niveau de vie qui, tu vois, pas plus compliqué que ça. Finalement, des choses simples, hein. Voilà, c'est le bonheur. Vraiment, ouais. Comme tu as pu l'expliquer avant le rachat, tu étais déjà heureux, tu allé au cinéma, tu faisais bien vivre ta famille et c'était bien. Mais je pense que, et tu me diras si je me trompe, hein, mais le rachat vous a quand même fait passer à une dimension au-dessus et j'aimerais qu'on en discute. Une dimension au-dessus dans le sens où voilà, tu fais un exit, tu vois, pour un entrepreneur, je pense son premier exit, bien sûr, il est important. D'un point de vue personnel, challenge, c'est ton premier trophée, tu vois ce que je veux dire, t'as fait ton sport jusque-là et t'es reconnu, tu t'assois à la table d'un fonds d'investissement, on te prend au sérieux. Après, te dire que c'est le meilleur moment, non. T'as vu, moi, mes meilleures années, ça a été les années où, justement, en étant en pleine bourre avec Otakos, on faisait nos 75 ouvertures par an,
tu participes à toutes les ouvertures, il y a l'adrénaline. Le marketing, il arrête pas de scaler. Tu vois, tu vis quelque chose qui est incroyable. Le jour où tu vends, c'est un peu triste d'un côté. C'est le jour où tu te gares, tu vois. Pendant quelques années, tu as eu une Ferrari, tu es allé à fond, tu l'as kiffé, c'est ton bébé. Et finalement, le jour où tu la vends, c'est pas forcément le moment le plus heureux que tu as eu avec elle, tu vois. Ta carrière d'entrepreneur, elle prend une autre dimension, tu vois. Exactement. Déjà, avant la vente, pendant quelques années, tu travaillais avec un fonds d'investissement. Tu vois, tu es passé de artisan BTP, restaurateur, communication, à franchiseur qui se structure avec ses moyens. Et puis là, tu arrives dans une autre dimension. Je sais pas, dans le schéma entrepreneurial, le fonds d'investissement, c'est un peu comme si tu as fini le jeu, tu vois. Tout se fait à la data, tu apprends la finance d'une autre manière. Ça veut dire, voilà, bien sûr, tu as appris plein de choses et ta carrière, elle prend un vrai tournant, tu vois. Ce que tu fais après, c'est plus jamais fait de la même manière. Ce qui est fou et paradoxal, c'est de se dire la grandeur de ce que vous avez fait avec la petitesse des moyens que vous aviez, tu vois. C'est ça qui est dingue. Mais tu te rends compte de ça quand même ou pas? Que vous avez fait gros avec petit. Ouais, non, bien sûr. Et je pense que les 4 associés là-dessus, on a assez raccord et on a assez un profil entrepreneurial similaire. Je pense que tous les 4, dans l'avant au tacos ou avant la vente en tout cas, on a toujours été des entrepreneurs qui avons appris par moyen de fortune, on va dire, à faire beaucoup avec peu. Tu vois, ça faisait partie de l'ADN. On est des personnes, de là, on n'a jamais fait de crédit, tu vois. C'est ce que j'allais dire. En plus, vous avez fait tout ça sans crédit. Frérot, moi, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va au tacos grand de ouf et tout. Moi, j'ai 200 000 € dans mon compte. J'ai des franchisés, ils sont millionnaires avant moi. Je suis locataire, j'ai pas de maison. Ça veut dire qu'on a envie de faire un exit, on a envie de prendre un billet, tu vois. C'est logique. Sinon, en fait, t'avances plus, tu vois. Ce qui me motive, moi, c'est de scaler même dans ma vie personnelle parce que ça me fait ressentir les résultats de mon travail. Moi, ma question, c'est vraiment de savoir comment les fonds d'investissement vous approchent. Est-ce que c'est un jour, vous recevez un courrier? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Quand ça se passe, comment est-ce que vous réagissez? Je pense qu'il y a eu certains montants qui ont été annoncés. Vous pouvez vriller. Comment est-ce que vous le gérez en interne? Non, ce qui se passe, en fait, déjà, tu te mets d'accord entre les associés pour vendre. Ça, c'est ton first step, tu vois. Je me suis rapproché de notre avocat corporate, celui qui gérait toute la partie légale, etc. chez nous. Et je lui ai dit, voilà, t'as vu, Jérôme, là, maintenant, on a envie de vendre, etc. C'est quoi un peu le cursus, etc. Comment ça se passe? Et il me dit, vas-y, Patrick, je vais le faire avec toi. On va aller visiter des banques d'affaires. Je savais, et j'ai su plus tard, au tacos, c'était une embellie pour n'importe quel fonds d'investissement. C'était une banque. C'était un produit autofinancé qui n'arrêtait pas de se développer. Et à ce moment-là, t'as vu, j'en parle avec mes associés, je dis, voilà, je pense que j'ai trouvé la bonne banque d'affaires. Le next step, c'est de voir un peu comment on va s'arranger avec eux, qu'est-ce qu'ils vont prendre en pourcentage, c'est quoi les règles entre nous, et let's go, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai refilé le dossier à Silman, tu vois, mon associé, il voulait le gérer. Il a bossé avec eux sur quelques mois, tu vois. Je sais que ça a été un travail long et fastidieux. C'est quand même sur de la durée, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, ils constituent ce qu'ils appellent une boîte noire et ils vont te poser des questions tous les jours. Ils vont te faire auditer, etc. Et à partir de là, ils ont déjà la data de l'entreprise fiable. Ils vont construire le pitch deck, tu vois, de quoi, entre guillemets, aller convaincre les futurs investisseurs. Une fois que tout est réglé, ils te mettent sur le marché, tu vois. Ils balancent l'hameçon et ils regardent c'est qui mord. Ouais, donc, mine de rien, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. De se dire, ouais. C'est pas simple. Et de là, j'ai reçu un papier en anglais que je comprenais pas. Et puis après, la banque d'affaires, elle me donne un rendez-vous pour m'expliquer l'offre d'intention, tu vois, la lettre d'intention. Et puis là, j'arrive dans le bureau et il m'explique. Il dit voilà, c'est telle compagnie, ils vont racheter de telle manière, truc. Moi, je dis les gars, le côté rester, etc., c'est pas... pour mon cas, je vendais à contre-cœur, c'est mon bébé, genre. Et je suis capable d'aller plus loin. Et alhamdoulilah, je l'ai prouvé avec le temps. J'ai été rappelé, j'ai rebossé, j'ai repoussé encore un peu plus les limites, tu vois. Et il me dit oui, non, c'est pas comme ça, ils me prennent pour un con même, franchement. Et il me dit ouais, tu devrais sortir, t'imagines, demain il y a une salmonelle ou je sais pas quoi. Ok. À ce moment-là, je lui dis calme-toi, je sais pas, t'as l'impression que tu parles avec qui là? Je sais pas quel genre de teubé tu crois que je suis, mais ça marchera jamais les conneries que t'es en train de me raconter. Ta place, elle est là-bas, reste là-bas. Il me dit on est en train de parler de gros sous là. Parle-moi pas comme si t'as vu, j'étais le dernier de la classe qui avait rien compris. Et après, je lui dis maintenant, je veux savoir c'est qui rachète. Et là, il m'explique, ouais, c'est des
c'est un fonds qui opère dans la restauration et tout machin. Je dis donc, en gros, on va mettre Otakos sur une fusée parce que c'est un fonds d'investissement qui est dedans, qui a des synergies et tout, et moi je vais descendre. Justement, je préfère, t'as vu, rester. Je préfère opérer à côté d'eux, tu vois, et apprendre. Et à partir de là, j'ai bossé avec eux, je crois, sur 2-3 ans, tu vois. Quand on fait un exit, tu vois, forcément, notre vie, elle peut changer un petit peu, la situation, elle peut changer un petit peu. Cette fois-ci, comment est-ce qu'en France, tu vois, on peut être perçu, tu vois? Comment est-ce qu'on peut être perçu? Parce que j'imagine que si t'es parti, c'était aussi un petit peu par rapport à ça, tu vois, et notamment quand tu viens de nos milieux à nous, tu vois, venir de nos milieux à nous et être riche, avoir de l'argent ou être identifié comme quelqu'un de riche, des fois, ça peut être relou, tu vois. Mais regarde, je pars vivre à Marseille, j'habite dans le parc Talabo, c'est là où le président il vient en vacances l'été, c'est un parc fermé, c'est là où il y a le préfet, tu vois, j'ai une maison, elle est magnifique, ma propriétaire c'est Christine Lagarde, tu vois, je suis dans un beau quartier, tu vois, j'ai la vue sur la mer, etc. Mais en vrai de vrai, frérot, je suis dans une prison dorée, tu vois. Comment ça s'explique? Je vais dans les beaux quartiers, sur la corniche, je vais au restaurant, je rentre, ma femme elle est voilée, moi j'ai un petit peu de barbe, je passe la soirée de faire dévisager, t'es pas à l'aise. Après tu regardes les écoles, tu vas voir, l'école du quartier qui est à côté pour mes enfants, tu vois des gamins de 10 ans, 11 ans, ils fument des cigarettes normales devant et tout. Je dis j'ai pas fait ça, tu vois, c'est pas aujourd'hui, en gros, je vais pas devenir je vais pas me travestir, je vais pas devenir un bobo bourgeois et laisser mes enfants là-dedans. Mais je finis où à la fin? On venait de revenir de Dubaï, juste on était en vacances en février. Je dis la vérité, en fait, j'ai plus rien à faire ici. J'ai kiffé là-bas. Moi, personnellement, j'ai toujours eu l'objectif, un jour ou l'autre, de partir dans un pays musulman, tu vois. Je sais qu'ici, c'est carré. Tu vois, il y a un ministère de happiness, tu vois, du bonheur. Du bonheur, frère, tu vois. Je sais que, voilà, comme je t'ai dit, les écoles pour les petits, c'est plus que... Moi, quand je les amenais à l'école, j'étais choqué. On dirait les campus américains, ils ont la team Dragon, tu sais, c'est un conte de fées, tu vois. Ils vivront jamais ce que moi, j'ai vécu à l'école. Ouais. Je dis pas que c'est le mieux, ces trucs, mais en tout cas, ça me fait plaisir de les voir comme ça. Dans la classe de mon fils, il y a Iniesta, il y a un truc. C'est rien, on s'en fout. Mais le petit, il est là, il kiffe, tu vois ce que je veux dire? Et la qualité de vie, tu vois. Je peux faire mes prières n'importe quand, il y a des mosquées de partout. En fait, je suis à l'aise, je suis chez moi. Finalement, j'ai trouvé mon chez moi. Tu sais, je vais te dire un truc, j'ai été hyper clean vis-à-vis même de l'administration fiscale. Moi, je suis pas parti habiter à Dubaï avant la vente. J'ai fait ma vente, j'habite en France. J'ai payé mes impôts, ok? En 2020, quand je viens à Dubaï, quelques mois plus tard, il me reste un reliquat de la vente. Ça arrive et tout, mon comptable, il me dit, ouais, comme d'habitude, t'as vu, les gars, vraiment, confondez pas comptable et fiscaliste, t'as vu? Les conseils du comptable, ça doit rester sur la compta et pas sur le reste. Et bref, il me dit, ouais, tu peux prendre des dividendes, etc. Réflexe, je sors de la vente, le fiscaliste, il a fait les montages, les trucs, les holdings. J'envoie un mail carré à mon fiscaliste, je lui dis, regarde, écoute, j'ai ça qui peut être sorti en dividende. Est-ce que dans ma situation, moi qui habite réellement à Dubaï, ok, qui a scolarisé mes enfants, qui est là depuis 6 mois, qui vient de faire mon exit tax, etc., est-ce que je peux récupérer ces dividendes directement, en direct, en perso, sans payer la fiscalité française, en gros. Sans payer d'impôts, parce que finalement, je suis... T'es résident... En tout cas, moi, à ce moment-là, je me considère plus résident français, tu vois. Et c'est le cas, j'habite là. Et il met, je sais pas combien de temps à me sortir son mémo. Et le mémo, il me dit, oui, tu peux. J'ai les mails. Je lui dis une phrase dans le style, est-ce que tu es sûr? Oui, tu peux. Là, il y a 2 ans, il commence un contrôle fiscal sur ma holding. Ma holding, frérot, elle est plus que clean. À partir du moment où je vis à Dubaï, je n'investis plus en France, je ne peux pas avoir ni note de frais, ni rien. Ma holding, elle a 10 transactions par an. Tu vois ce que je veux dire? C'est une société, elle est translucide. Et là, d'un coup, je vois que l'administration fiscale, ils se mettent à critiquer ce virement de dividendes. Ok? Et ils disent à ce moment-là, en 2020, ton intérêt financier, vu que tu n'as pas fait plus d'argent sur cette année-là à Dubaï, via tes activités, ton intérêt, ton centre économique, il est en France. Il est en France, ok. Mais j'ai pris un conseil, pourquoi? Moi, j'en avais pas besoin de cet argent. T'as été mal conseillé au final. Ouais. Et pourtant, frère, c'est un grand avocat, tu vois. Moi, il m'aurait dit non, tu ne peux pas, je les prenais pas en fait. C'était pas les prendre pour les coffrer, ça me servait à quoi? Et ensuite, on arrive sur 2021-2022. À ce moment-là, mon centre d'intérêt financier, il est supérieur à Dubaï. Ça veut dire, je me défends. J'envoie à mon avocat, regardez,
2021, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices. 2022, viens pas me parler des 200 000 euros de ce que j'ai pris en France, en fait. L'administration fiscale se réserve le droit de tout contredire. Oui, donnez-nous l'alias fiscal. Mais je suis désolé, il n'y a pas d'alias fiscal à ce moment-là, il n'y a pas d'impôt encore à Dubaï. Qui plus est, encore aujourd'hui, c'est dispensé d'impôts parce que c'était une free zone. Ouais, mais on peut pas accepter une compta, on sait pas d'où elle sort. Et donc, on rajoute à l'amende. Tu vois, c'est une dinguerie, frère, à la fin. Tu te dis, c'est pas possible. Je suis parti clean, je vous ai tout donné. La fois où j'ai fait une erreur, parce que, bah voilà, selon la loi, le fait que mon intérêt économique, il était en France, bah, c'est une erreur. J'ai fait une erreur à cause de l'avocat. Tu vois, au bout d'un moment, c'est trop, tu vois. Ça, du coup, ça, c'était parti un peu plus compliqué, même après, quoi, si je comprends bien. Ouais, on dirait ils veulent pas te lâcher, je sais pas, tu vois. Après, c'est la fiscalité française. Et pourtant, je décline. Même la contrôleuse, à la fin, elle a dit, vous direz à M. Pelonero, il a tout bien fait. Mais s'il veut plus avoir ce type de problématique, c'est bien conseillé. Ouais, qu'il fasse un passeport émiratique. En gros, là, il aura plus de problème, tu vois. On commence à toucher bientôt la fin de cette interview et de cette journée qu'on devait passer ici pour faire l'interview. Patrick, j'avais également discuté avec toi tout à l'heure sur, par exemple, il y a Mamadou qui est là avec nous, qui est passé par l'école Otakos. Tu m'avais expliqué aussi également que tu avais un avocat qui était passé par l'école Otakos. Il y a plusieurs personnes comme ça qui sont passées par l'école Otakos et derrière qu'on brille dans d'autres domaines. Comme je t'ai dit en off, tu vois, si on part du départ, moi à l'époque dans mon équipe je comprenais pas, tu vois, que ce soit surtout marketing, développement encore, ils sont restés tous les 6 mois, 1 an, tu vois, mon pôle il se vidait. Les gars ils venaient parce qu'on avait vraiment le truc, tu vois, marketingment parlant, et j'ai jamais pris la parole pour le défendre, tu vois, alhamdoulilah, j'aspire à être humble, mais ce truc c'était mon truc, tu vois ce que je veux dire. Et les gars ils s'en inspiraient, ils l'apprenaient et ils partaient ailleurs avec. Et sur le moment t'as vu, t'as pas de recul, t'es jeune, tu prends la haine, tu vois ça comme une trahison ou quoi. Mais comme j'ai pu te le dire en off, finalement c'est ma plus grande fierté, tu vois. Dans le sens où, t'imagines, si à mon contact, tous les anciens de mon équipe c'est des entrepreneurs aujourd'hui. Qui a un restaurant, qui a une boîte de com, qui comme Mamad a fait du Web3, a fait plein de choses dans sa vie, tu vois. Et j'ai encore plein d'exemples. Bah à la fin, moi je dois en être fier plus qu'autre chose, tu vois. L'animosité que j'ai pu avoir à un moment, c'était juste de la bêtise, tu vois. Et ça, tu l'as eu sur plein d'aspects. Tu l'as eu sur les prestataires. Comme dit, tu vois, l'avocat qu'on avait à l'époque, qu'on a entre guillemets poussé à aller sur la franchise, parce qu'à la base c'était pas sa spécialité. Une fois que ça s'est entre guillemets terminé avec nous, ou en tout cas qu'il a réussi à faire savoir que c'était lui l'avocat d'Otakos, bah aujourd'hui c'est devenu l'avocat des réseaux de franchise du halal, tu vois. C'est lui qui généralement récupère tout. Okay. L'architecte c'est pareil. L'architecte, avant de travailler avec moi, tu vois ce que je veux dire, c'est moi qui lui ai donné les moindres détails de ma charte architecturale. Plus tard il a même essayé de m'attaquer au moment de la vente pour récupérer un billet. C'était hallucinant. Mon associé il me dit ouais, il se passe quoi avec lui, en gros qu'est-ce que t'as fait, machin. Je lui dis s'il te plaît, écourtons la discussion, ramène-le devant moi. On l'a ramené dans le bureau, je lui dis s'il te plaît, dis-moi les choses en face. Est-ce que vraiment toi t'as fait une charte architecturale et aujourd'hui tu prétends avoir des droits dessus, ou est-ce que tu veux qu'on reprenne tous les échanges de mails, tous les échanges sur la plateforme Trello où je te dis jusqu'à l'ampoule que tu dois mettre. Tu vois ce que je veux dire? L'ingratitude jusqu'à quel point. Et c'est des gens qui te calomnient en plus derrière tout ça, tu vois. Ouais. Mais bref, lui c'est devenu l'architecte des réseaux de franchise. Des gars qui avaient des rôles, je te dis, j'en sais rien moi, formation opérationnelle, ils ont eu des gros postes dans d'autres franchises. Tu vois, ça, en fait ça a été l'école des prochaines franchises. Ça nourrit en fait, tu vois, quand on dit que derrière il y a plein de projets qui ont suivi, tu vois, Otakos, sous la même forme, sous la même science. C'est pas juste ils ont appliqué la recette. Il y a les gens qui étaient soit chez Otakos, soit autour d'Otakos, qui sont allés leur donner des détails sur la recette et l'appliquer avec eux, tu vois. Et encore une fois, tout ça, ça peut être qu'une chose, de la fierté. De dire si à un moment donné, alhamdoulilah, tu as pu créer quelque chose qui a inspiré autant de gens, qui a donné autant de force au halal, et on en est là où on en est aujourd'hui. Voilà, t'as vu, il y a vraiment qu'on se le dise, et parfois il faut dire les choses que les gens ne diront jamais. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un après, il y a un avant et un après. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette science-là, elle est restée et elle fonctionne encore aujourd'hui. Et ça, à la fin, c'est qu'une fierté. C'est une fierté que Allah il a fait passer ça par mes mains, tu vois ce que je veux dire? Qu'on a pu servir à ça. Et c'est une fierté de voir que le halal, il avance sur le haram. Aujourd'hui, on en est où en France? Tu vois, sur le halal? Ouais, clairement. Ça a boosté le marché. Il y a KFC qui va. KFC devient halal, Popeye devient halal, Pizza Hut
il devient halal. On paye aussi, ok, je t'ai pas compris. KFC fait des French tacos. Il y a KFC, Five Guys, ils sont passés aussi. Five Guys. KFC fait des cheese naan comme Chicken Street. Ouais. Tu vois, le halal, il a pris un pouvoir. Et c'est ça la fierté. C'est le combat finalement du halal qui avance entre guillemets sur le reste, tu vois. Et avec une énergie incroyable. Je pense que la France, elle a jamais connu une époque entrepreneuriale aussi dynamique. En tout cas dans ce secteur. Et je pense que je me tromperai pas si je dirais dans tout secteur confondu. Tu penses? Même les réseaux sociaux, LinkedIn, ça n'a plus jamais été pareil. Ça a inspiré plein de gens. Tu vois, même des gens qui étaient dans des métiers qui n'avaient rien à voir, qu'on fait par exemple de l'influence pour nous, ils se sont lancés dedans après parce qu'ils se sont dit, purée, mais à l'allure où ça va, le business que ça fait, il y a un vrai billet à prendre là-dedans. Ok, je fais de l'influence, à la fin du mois, je peux encaisser 40, 50, 100 000, mais peut-être que demain, j'encaisse plus rien. Mais si je décide de créer une marque, j'ai la recette par rapport à ce que j'ai vu, bah, plus tard, je vais capitaliser, je vais faire un exit, tu vois. Et du coup, si on devait regarder, prendre un rétroviseur, regarder le petit Patrick, tu sais, qui avait 18, 19 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'ambition qu'il avait? C'était quoi son ambition au final? J'ai envie de te dire, tu as vu, il a toujours été ambitieux. Il a toujours été dans l'action, dans l'initiative, et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose, tu vois. J'ai revu des amis à moi d'il y a longtemps, je suis pas très bon en mémoire sur ces périodes-là et tout, mais ils me disaient, c'est fou, tu nous disais que tu allais être riche, tu nous disais que tu allais être comme ça. Je me sentais différent sur ces aspects-là, tu vois. Fatrala, il est là, il peut te le dire. On visitait un client, je sais plus quelle ville, on passait devant une Ferrari, je sais plus le commentaire qu'on a émis ensemble, mais je lui ai dit, frérot, si la Ferrari, elle est là, c'est que je peux l'avoir. Moi, je vais bosser, je vais l'avoir, la Ferrari. Moi, il n'y a rien qui me faisait peur, j'avais pas de barrière. Tu vois ce que je veux dire? Et plus tard, j'ai eu bien mieux encore. Ça veut dire, j'ai toujours... Te dire savoir où j'allais, je peux pas. Parce que vu que je suis quelqu'un de très émotif, très émotionnel, j'ai beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Dans l'association, c'est dur. Ça veut dire que pendant longtemps, au lieu de me battre pour ce que je construisais, je lâchais prise. Et je passais de projet en projet en projet. Mais ça m'a forgé. Arrivé au moment d'Otako, j'ai dit, cette fois-ci, tu lâches pas. Je bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu devais donner aujourd'hui un conseil à un jeune, tu vois là, dans notre communauté, il y en a plein qui nous suivent. Tu vois, je pense qu'ils ont besoin de ces récits, qui ont besoin de s'identifier à un Patrick. Il y en a qui vivent des moments difficiles, tu vois. Aujourd'hui même, peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette interview, qui seront là dans des questionnements. Ce serait quoi le conseil que toi, tu pourrais leur donner? Toi, maintenant, qui aujourd'hui, même si je pense que tu as tes difficultés, tu as résolu beaucoup de problèmes que tu avais pu avoir. En tout cas, tes problèmes d'hier ne sont plus. La preuve, elle est dans mon parcours et dans plein de parcours. Il n'y a rien de définitif. Aujourd'hui, ça va pas, demain, ça ira. Mais, frérot, fais les causes mondaines, place ta confiance en Dieu, sois une bonne personne. T'as vu, sois bon envers tes parents, sois bon envers les autres humains. T'as vu? En fait, moi, je peux pas parler de réussite sous une forme de recette mondaine. Ça ne fonctionnerait pas. T'as vu, les gens, ils vont dire, ouais, tu te douches à 4 h du matin, tu sors, tu fais un run, blablabla, des twists, je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ok, fais du sport, la santé mentale, tout ça, c'est important. Entretiens-toi. Mais la réussite, c'est pas la douche froide qui te donne la réussite. Ok, fais du sport, prends ta discipline, sois dans l'action, mais relie avec la confiance en ton Seigneur. Tout vient de là. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Si tu te perds dans les causes mondaines, tu n'auras jamais rien. Tu vois. Et moi, je te parle d'expérience personnelle et je ne m'aventure pas dans des grands discours. Je ne suis pas ni prédicateur, ni quelqu'un de science, ni quoi que ce soit. Je parle juste de mon parcours à moi. À chaque fois que j'ai été dans le bas, et Dieu sait, alhamdoulilah, que je l'ai été, j'ai été éprouvé énormément de fois, jusqu'à des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Le réconfort, il a été auprès de mon Seigneur et pas dans les causes mondaines, tu vois. Donc aujourd'hui, ta situation, elle va pas. T'as vu, bats-toi, accepte-le pas. À côté de ça, mets le rapport à ton Seigneur, fais toutes les causes qui font que tu peux, Inch'Allah Ta'ala, tu vois, avoir l'agrément de ton Seigneur, tu vois. Le feu commence à s'étendre, Patrick, c'est-à-dire que l'interview arrive à sa fin aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonheur, la paix, une vie tranquille, quoi. Tranquille. Au final, une force tranquille, pas la vie tranquille, une force tranquille. Je te souhaite ça et encore plus. En tout cas, je suis très content d'avoir passé cette journée avec toi. Et j'en avais une note pour vous, l'équipe, même si le feu m'arrache les yeux. J'espère que vous aussi, vous avez passé une très très belle journée, un très bon moment, un très bon épisode avec nous. L'équipe, une chose avant qu'on se quitte, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est hyper important. Comme je le dis souvent, YouTube nous fait remonter le fait que beaucoup de gens regardent nos vidéos, mais beaucoup ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à booster la vidéo, à mettre la cloche, repartager autour de vous, en parler. Comme je dis, sans la communauté, nous au final, on fait rien. Parce que c'est la force de la communauté qui nous permet de pouvoir justement avoir beaucoup plus d'impact, pouvoir aider beaucoup plus de personnes. Donc je ne cesserai de le répéter, n'hésitez pas à booster, n'hésitez pas à vous abonner. Patrick, merci beaucoup à toi. Franchement,
franchement, Ouais, je suis vraiment content. On l'a fait, tu vois, depuis 2 ans. On l'a fait finalement. Et c'est grave lourd. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite du bonheur. Je te rejoins vraiment, les gars. Donnez-lui la force, t'as vu, sur tous les contenus, surtout. Déjà parce que ça coûte rien et parce que le taf qu'il fait, il est incroyable. C'est pas pour rien si ma première interview, tu vois, C'est vrai, merci visuelle, beaucoup. je l'ai fait avec toi. C'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui se bat pour la cause. Il se crame pour la cause. Donc un like, un partage, c'est rien du tout. C'est vraiment le minimum. Si Merci. on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on a un vrai problème. Ça me touche, ça me bat droit au cœur. Merci beaucoup, mon frérot. Franchement, Plaisir, mon frère. force à toi. On se dit à très très vite. On se Inch'Allah, tient. avec plaisir. C'était Ahmad pour Banlieusard Nouveau, le média du peuple. Restez branchés. Très très vite. Il y a de nouveaux épisodes qui vont arriver. Croyez en vous 2026, parce que nous, on croit en nous. Banlieusard Nouveau, par nous, pour nous. Très vite, l'équipe.